Bienvenue dans ce décryptage dédié à la méthode Integria. On va plonger directement au cœur d'un sujet absolument fondamental dans notre pratique professionnelle, le cadre thérapeutique. On va voir ensemble pourquoi le maintien de frontières strictes, les limites de compétences et la supervision ne sont pas du tout de vagues règles administratives un peu rébarbatives. En réalité, c'est littéralement la fondation sur laquelle repose toute thérapie efficace. Sans ça, tout s'effondre. Pour bien commencer, il y a cette réflexion du docteur Sandrine de Montsabert qui tape dans le mille. Elle nous rappelle que le cadre, ce n'est pas une contrainte qu'on subit, c'est la condition sine qua non pour que le travail puisse simplement exister. En clair, pas de cadre, pas de thérapie. On pourrait penser qu'imposer un cadre rigide, c'est manquer de générosité ou d'empathie, mais c'est tout l'inverse. C'est ce qui crée cet espace de sécurité indispensable pour protéger à la fois le patient et, ne l'oublions pas, le praticien. Alors, au programme aujourd'hui, on va dérouler 6 grands axes cliniques. D'abord, l'importance du cadre thérapeutique. Ensuite, nos limites de compétences. Puis, l'orientation vers la psychiatrie, la gestion si délicate du contre-transfert, le rôle clé de la supervision, et on terminera sur notre posture déontologique. Allez, on attaque tout de suite avec notre premier axe, l'importance du cadre thérapeutique, véritable fondation de la sécurité clinique. Il faut vraiment se sortir de la tête que le cadre est un carcan. C'est un filet de sécurité qui repose sur 4 piliers très concrets. D'abord, la dimension temporelle. Avoir une durée fixe, c'est extrêmement réparateur, surtout pour des personnes qui ont souffert d'imprévisibilité dans leur vie. Ensuite, la dimension spatiale, qui offre un abri bien défini. Puis bien la dimension financière. Le paiement est essentiel parce qu'il clarifie la relation, c'est un service professionnel, ça évite aux patients de se sentir redevables moralement. Et enfin, la dimension de compétence, on reste dans notre domaine d'expertise, un point c'est tout. C'est ce tout qui nous évite l'épuisement et rend la thérapie fiable. Ce qui nous amène très logiquement à notre deuxième point, les limites de compétences et la définition de notre périmètre clinique. Vous savez, il y a ce vieux mythe du super thérapeute qui pourrait tout traiter tout seul. Eh bien, c'est faux et c'est même dangereux. Intervenir en dehors de son champ de compétences, c'est faire prendre des risques inutiles aux patients. Dire « je ne suis pas la bonne personne pour vous » et orienter vers un confrère, ce n'est absolument pas un échec. Au contraire, c'est un geste d'une immense maturité clinique. Ça dit au patient « votre situation est importante et vous méritez un soin ultra spécialisé ». C'est extrêmement proactif. On passe au troisième point de cette présentation, l'orientation vers la psychiatrie et les autres recours spécialisés. Il y a des moments où la clinique ne laisse aucune place au doute. Certains signaux exigent une prise en charge médicale immédiate. On parle ici des urgences psychiatriques, comme les idées suicidaires, la psychose active, les épisodes maniaques ou la dépression sévère. Et, particularité très intéressante de la méthode Integria, si on observe une harpe polyvagale bloquée de façon permanente à -3, c'est une alerte rouge. À côté de ça, on a aussi des situations qui demandent d'autres experts, un neuropsychologue si on suspecte un TDAH ou de l'autisme, un addictologue ou même des travailleurs sociaux pour des questions juridiques. Chacun son métier. Et rassurons-nous, orienter un patient ne signifie pas qu'on lui ferme la porte et qu'on arrête tout. Très souvent, ça donne naissance à une superbe co-prise en charge. Le travail avec la méthode Integria continue en parallèle des soins spécialisés. Mais attention, pour que cette synergie fonctionne, il faut une communication en béton entre les différents professionnels. On doit savoir qui fait quoi et surtout qui est le praticien référent principal. On aborde maintenant notre quatrième point et c'est un des plus sensibles, la gestion du contre-transfert et les dangers des limites floues. Alors, le contre-transfert, c'est ce que le patient vient remuer chez nous, à l'intérieur. Si on n'y prend pas garde, si on n'est pas supervisé, ça devient un énorme point aveugle. Prenez le sauvetage, par exemple. Vous voyez ce moment où l'on rallonge toujours les séances avec un patient précis, ou quand on se met à répondre à ses SMS le dimanche soir, en fait, ce n'est pas de la nécessité clinique. C'est notre propre besoin inconscient d'être le sauveur, d'être indispensable. Et ça, c'est un vrai dérapage. Il y a un autre piège tout aussi redoutable, la fusion empathique. C'est quand on s'identifie tellement à la douleur du patient qu'on perd toute distance. Notre capacité à penser objectivement se paralyse totalement. La fameuse résonance dont parlait Moni El-Kaïm, qui est censée être un outil clinique fantastique, devient une inondation. On est submergé par la détresse et notre empathie devient en réalité inefficace, voire complètement antithérapeutique. Et puis il y a la ligne rouge absolue, la relation duale. Ça, c'est quand les liens commencent à se mélanger en dehors du cabinet. Qu'il s'agisse de devenir amis, de faire des affaires ensemble ou d'entamer une relation romantique, c'est une violation frontale du cadre. Quand ça arrive, il n'y a pas à tergiverser. On arrête la thérapie immédiatement et on fonce en supervision formelle. Il n'y a absolument aucun compromis possible là-dessus. Face à tous ces glissements potentiels, j'aime beaucoup rappeler la règle implacable du grand psychiatre Irvin Yalom. C'est très simple. Si un patient monopolise vos pensées de manière envahissante entre 2 séances, ce n'est pas le signe que vous êtes un praticien extrêmement dévoué. Non, c'est le signal d'alarme définitif que vous avez besoin d'un regard extérieur. C'est une urgence de supervision. Et cela nous sert de transition parfaite pour le cinquième axe,
le rôle crucial de la supervision, notre espace ultime de sécurité. En fait un métier complexe. Et la supervision, c'est notre soupape de décompression. C'est cet espace neutre, en dehors du cabinet pour réfléchir à tête reposée. On peut la faire en individuel, pour creuser en profondeur, en groupe, pour croiser les regards et se rassurer, ou même sous forme d'intervision entre confrères. Et ce qui est génial avec la supervision spécifique à la méthode Integra, c'est qu'on va aller lire et décoder la boucle signifiante du thérapeute. En gros, on analyse notre propre boucle psychologique qui a été déclenchée par le patient. C'est vital pour retrouver son objectivité. On arrive déjà à notre 6e et dernier grand point, la posture déontologique et la conclusion de cette analyse. Finalement, tout ça se résume à une boussole éthique très claire. C'est assez binaire. D'un côté, ce qu'on doit faire, poser le cadre dès la première minute, rester supervisé et continuer à se former, et orienter sans aucune honte quand il le faut. De l'autre côté, ce qu'on s'interdit absolument de faire, jouer au médecin en posant des diagnostics sans diplôme de psychiatrie, suggérer ou modifier des traitements médicaux, nouer des relations ambiguës ou faire des promesses miracles sur les délais de guérison. Respecter cette ligne, c'est garantir la pureté et la puissance du processus. L'ensemble du contenu qu'on vient d'explorer est tiré de l'expertise du docteur Sandrine de Montsabert et fait partie intégrante de la formation à la méthode Integria, Parle pour être. Pour conclure, gardons à l'esprit que maintenir ce fameux cadre, ce n'est pas se limiter. C'est au contraire s'offrir la seule chance d'un travail réellement profond et sécuritaire. Alors je vous laisse avec cette réflexion, à faire avec une honnêteté radicale. À quand remonte la dernière fois qu'une situation clinique a véritablement fait vaciller votre propre cadre interne ? Une question essentielle pour continuer à grandir dans notre pratique. Merci de nous avoir suivis dans ce décryptage.